Bonjour Nina, ça fait des années que je voulais t'envoyer ce message. J'en étais incapable parce que j'étais trop dépressif et mes idées n'étaient pas assez claires. Et j'ai écrit, je pense que tu as lu tout ce que j'ai écrit sur YouTube. Je ne sais pas si Victor a lu, je, je le pense aussi. Et, et voilà, j'essaie une nouvelle fois. Je ne lis aucune note, je dis ce qui me passe par la tête au moment où ça arrive dans ma tête. Je ne me fais pas d'illusions quant au résultat. Je te connais, je sais que rien ne te changera, rien ne change jamais personne. Mais voilà, que faire? Que faire? Il y a, cela fera bientôt 6 ans, dans quelques jours, ça fera 6 ans que j'ai quitté Paris, que tu m'avais poussé à quitter Paris. Tu te souviens très bien que tu m'avais dit que si je ne partais pas, que tu te suiciderais. Tu voulais même que je parte avant Noël. Je suis parti à Noël parce que tu emmenais Victor dans ta famille et tu voulais que j'attende Noël. Mais à d'autres moments, tu voulais absolument que je parte plus tôt. Voilà. Depuis, tu sais tout ce qui s'est passé. Tu sais toutes tes promesses non tenues. Tu sais que tu m'avais juré sur la tête de Victor que jamais, jamais tu ne me volerais ma part de notre maison, qui était tout ce que j'avais, le fruit de 25 ans de travail. Tu me l'avais même écrit dans un mail que tu m'as envoyé, que tu n'as pas eu le temps d'effacer, puisque tu avais accès à ma boîte Gmail, ce que je ne savais pas, et tu as effacé tous les mails qui pouvaient être embêtants pour toi, mais tu avais oublié d'effacer ce mail. Voilà, donc j'ai au moins la preuve irréfutable de ta malhonnêteté, du fait que tu savais parfaitement que tu devais partager cette maison avec moi, comme nous avons toujours tout partagé depuis que nous nous sommes connus en mars 1991. Voilà, tu ne peux pas dire le contraire, quoi que tu puisses raconter à tes amis ou ta famille, le fait est là, et tu ne peux pas enlever ce mail. Je jure sur la tête de mon fils que je ne te volerai jamais la part de notre maison. Voilà, aujourd'hui, je pense que tu vis toujours dans cette maison. Je crois que tu n'as pas réussi à la vendre ou que tu as changé d'avis. Tu vis dans une maison qui vaut plus d'1 million d'euros. Moi, je vis dans un studio que je loue moins de 300 euros par mois. Un studio absolument minable de 15 mètres carrés. Je n'ai rien. J'ai été suffisamment con à l'époque pour croire tes promesses. Tu m'avais expliqué que le mieux pour nous était que je parte en Thaïlande ou en Scandinavie, j'ai ton mail aussi, et que tu m'enverrais 2 000 euros par mois, que tu prendrais un prêt, que tes parents prendraient un prêt pour me faire tenir jusqu'à la vente de la maison et que tu partagerais avec moi. Tu m'avais expliqué, et j'ai ce mail aussi, que tu mettrais la maison en vente le plus rapidement possible et que tu partagerais évidemment avec moi. Comme encore une fois, nous avons toujours tout partagé. Je te rappelle ce que j'ai déjà fait dans un long mail, que depuis 1991, lorsque je t'ai connu, tu étais jeune fille au père pour les paillards, tu devais gagner 1000 ou 2000 ou 3000 francs par mois, c'est très vieux, presque 30 ans, désolé, je ne me souviens plus du montant exact, mais tu gagnais entre 150 et 300 euros par mois. Moi, je travaillais depuis un an à mon compte, j'achetais et revendais des voitures de collection. Je gagnais pas grand-chose, mais quand même un petit peu plus. Très rapidement, tu t'es installé avec moi, rue, Valette, chez Georgina, l'appartement que je partageais avec elle. Et depuis 1991, demande-toi le nombre de fois où tu as travaillé. Je peux te le rappeler. Tu as travaillé, tu as trouvé un travail grâce à moi, chez Zenati Immobilier, grâce au père de mon ami Dimitri Isoré, qui t'a trouvé ce travail. Tu y as travaillé quelques mois. Voilà, tu ne peux pas prouver le contraire à Dimitri. Tu peux lui montrer ses fiches de paie si c'est faux. Tu y as travaillé quelques mois. Grâce à ce travail, tu as trouvé ce premier appartement rue de Navarin que nous avons acheté
grâce à un prêt que tes parents ont souscrit, un prêt de 400 000 francs, je m'en souviens, mais c'est nous qui avons remboursé immédiatement après la vente de l'appartement. Cet appartement avait été mis à ton nom puisque je trouvais que c'était normal, ce prêt avait été souscrit par tes parents, mais nous avons toujours tout partagé dès la vente, quelques mois plus tard, de l'appartement. Tes parents ont été remboursés. Ensuite, nous avons fait ce tour du monde en 1994, lors duquel j'ai acheté une quinzaine de voitures de collection que j'ai revendues. Pendant toutes ces années, j'achetais et revendais des voitures de collection. C'est ça qui nous faisait vivre. C'est pas ton travail de quelques mois chez Zenati ou les quelques missions en tant qu'hôtesse pour Florence Doré. Tu le sais parfaitement. Un autre retour du tour du monde en 94 ou 95. J'ai continué les voitures de collection. Toi, tu as commencé à faire de l'équitation à la SEP où tu étais toute la journée. Voilà, c'est pas ça qui nous rapportait de l'argent. Au contraire, c'était une dépense supplémentaire. Et quelques années plus tard, peut-être 2 ans plus tard, j'ai trouvé ces deux nouveaux logements rue Michelet, au 15 et au 17 rue Michelet, que nous avons achetés avec l'argent qui restait de la vente de l'appartement de la rue de Navarin. Un de ces logements a été mis à mon nom et un autre au tien. Voilà, ce qui montre bien que tu savais parfaitement que nous partagions tout. Ça ne te posait pas de problème de vivre avec l'argent que je gagnais des voitures que je revendais. Et nous avons toujours procédé ainsi. Nous nous aimions, nous nous faisions entièrement confiance. Il n'y a jamais eu d'acte notarié. On répartissait les achats et les ventes des logements pour des raisons fiscales, pour ne pas trop attirer l'attention, puisqu'il est évident que en les faisant passer pour nos résidences principales, ce qui était parfois le cas mais pas toujours, on évitait de payer un impôt sur la plus-value, ce qui était le but de l'opération, et nous avons toujours procédé ainsi. Donc quand j'ai entendu par la suite, après m'être installé en Thaïlande, que tu racontais à tout le monde que nous avons toujours tout acheté, que tout était appartenu et que c'était avec l'argent de tes parents, voilà, la pilule est assez difficile à avaler. La maison dans laquelle tu vis aujourd'hui est une maison que j'ai trouvée, que j'ai vue en promenant nos chiens, nos labradors, Nelson et Olga, vers, je me souviens même plus vers quand, peut-être vers 1998. C'est une maison que nous avons achetée 60 000 euros, 400 000 francs aussi, à peu près le montant le même prêt que pour le premier logement rue de Navarin. Il est vrai qu'à chaque fois, c'est toi qui pouvais emprunter à tes parents. Tes parents étaient généreux, ce n'est pas eux qui ont prêté leur argent, ils se portaient caution pour emprunter auprès d'une banque allemande. Nous avons donc acheté cette maison qui a été mise cette fois à ton nom, puisque, comme je l'expliquais, nous répartissions les logements. À peu près la moitié ont été mis à ton nom et la moitié à mon nom. Cette maison du 15 avenue des Mimosas a été mise à ton nom parce que le prêt de 60 000 euros à comparer aux environ 1 million d'euros de la valeur actuelle de la maison, ça fait quoi 60 000 par rapport à 1 million? Environ un 16e, 6% de la valeur actuelle. Voilà, aujourd'hui ton excuse est de dire que la maison t'appartient parce que le prêt initial de 6% de la valeur de la maison a été obtenu grâce à tes parents. Voilà, c'est bon, pas besoin de commenter. Tous les travaux de rénovation ont été payés grâce aux fruits de la vente des appartements précédents qui étaient à mon nom et à ton nom, à nos deux noms, et tu le sais parfaitement. Comment peut-on être aussi malhonnête? Est-ce que tu imagines une seconde comment tu te sentirais si je t'avais fait ce que tu m'as fait, si je t'avais poussé à partir, puisque tu m'as poussé à partir,
Et tu sais comment? Tu sais parfaitement comment tu m'as poussé à partir. J'étais infidèle comme l'a été ton père envers ta mère lors de son séjour de rééducation, tu le sais parfaitement, et sans doute toutes les autres fois où vous ne l'avez jamais su, où il n'a pas eu la présence, où il a eu la présence d'esprit de cacher les lettres que ses maîtresses lui envoyaient. J'ai été infidèle, mon père était infidèle, ton frère Jens a été infidèle, tous les hommes sont un jour ou l'autre infidèles. Voilà, ce n'est pas grand-chose, mais pour toi, c'était absolument impossible à avaler, et ça a été ton moyen de te venger. Lorsque tu as appris que j'avais été infidèle, tu m'as chassé de la maison. J'avais 30 ans, donc ça devait être vers 1980. Oh non, je suis plus. J'ai des gros problèmes avec les dates, tu sais, avec les médicaments que je prends pour ne pas devenir fou. Quoi, toujours est-il que quelques mois avant que tu tombes enceinte, tu as appris que j'avais été infidèle, tu m'as chassé de la maison, et quelques jours plus tard, tu m'as permis de revenir, et le jour de nos 15 ans d'anniversaire, donc environ 7 mois après que tu m'aies laissé revenir vivre à la maison, tu m'as annoncé lors du dessert dans ce très bon restaurant 3 étoiles où nous étions allés pour la première fois pour nos 15 ans de vie commune, que tu étais enceinte de 5 mois, alors que tu prenais depuis toujours la pilule et que nous avions toujours décidé ensemble de ne jamais nous marier, puisque nous ne voyions que des constats d'échecs, et de ne jamais avoir d'enfants, puisque là aussi nous n'avions pas d'exemple de couple avec enfants heureux. On avait toujours décidé de vivre ainsi, non mariés et sans enfants. Voilà, aujourd'hui, pour moi, tout est clair. Ça a été ta manière, c'était ton assurance vie. Avoir un enfant, me laisser m'en occuper pendant des années, m'attacher à lui, l'aimer, et me pousser à partir, me forcer à partir. C'était ton assurance vie parce que tu savais que je ne m'en prendrais pas à toi, que je ne pourrais pas te tuer, ce que je n'aurais pas hésité à faire si je n'avais pas eu d'enfant. Je ne pourrais pas te tuer après me faire une saloperie pareille, me voler le fruit de 25 ans de travail. Et ta technique, après la naissance de Victor, très rapidement, me poussait à faire chambre séparée, vouloir laisser Victor dormir entre nous nuit après nuit, n'avoir plus jamais de relation, ou pratiquement plus jamais, ou une par mois, une tous les 2 mois, et me pousser donc à vivre seul dans la chambre du 2e étage, donc 3 niveaux en dessous de toi, pendant pratiquement 6 ans. 6 ans, dormir seul, nuit après nuit, alors que tu étais dans la chambre avec Victor, ça a été ton moyen pour me pousser à vouloir en finir. Et tu n'as pas réussi. Tu n'as pas réussi, malgré ça, j'aimais trop Victor, et même si j'étais dépressif et très malheureux avec ma vie, j'acceptais jour après jour, je ne t'ai plus jamais trompé, je sais que tu le sais parfaitement. Donc qu'est-ce que tu as trouvé pour ton anniversaire, la veille de ton anniversaire? Tu m'as envoyé ce mail en m'expliquant que tu avais vu que je n'avais rien préparé pour ton anniversaire, que je n'avais pas gonflé de ballons, pas fait de décoration dans la maison. Oui, j'étais tellement dépressif, j'étais pratiquement alité en permanence, et tu le sais parfaitement. Et tu m'as annoncé dans ce mail que tu ne serais pas là de tout l'été, que tu partirais avec Victor en Allemagne, dans ta famille, et que je serais seul. Et c'est suite à ce mail, où je ne savais pas quoi faire, où j'étais totalement désespéré, où j'ai réfléchi ce que je pourrais faire. Je n'allais pas rester seul dans la maison pendant tout l'été, pendant que vous étiez en Allemagne. Et j'ai pensé, et je t'ai dit très rapidement que dans ce cas, que j'allais partir un mois en Thaïlande. Et voilà, ça t'a choqué parce que tu t'es dit immédiatement Thaïlande, jeune femme, sexe facile. Et voilà, mais tu as tout provoqué.
Ce n'était pas mon intention, ça n'a jamais été mon intention. À mon retour de Thaïlande, tu as tout fait pour me séduire à nouveau. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas dans quel but, puisque je pensais que ton but était de me chasser, mais ça n'a duré que quelques jours, et très rapidement, tu m'as laissé comprendre que le mieux était que je reparte. Et quand tu as vu que ce n'était pas mon plan, pas mon projet, que je n'avais pas l'intention de vous quitter, tu m'as expliqué, tu m'as écrit que si je ne partais pas, que tu te suiciderais. Tu m'as poussé jour après jour à repartir, jusqu'au moment où il était évident pour moi qu'aucune cohabitation n'était possible entre nous et que je devais repartir, que c'était la seule solution. Donc effectivement, à partir de ce moment, j'ai jour après jour entretenu des correspondances avec plein de jeunes femmes en Thaïlande, puisque je ne pouvais plus envisager ma vie avec toi, avec quelqu'un qui ne voulait pas de moi, qui ne me parlait même pas. Pendant parfois 3, 4, 5 jours, tu ne me parlais pas, voire davantage. Quand tu cuisinais, tu m'empêchais même de manger ce que tu préparais. Tu t'en souviens, Victor ne s'en souvient sans doute pas, les pizzas que tu préparais. Et quand je voulais en manger, tu me disais non, ce n'est pas pour toi. Voilà. Donc tu as réussi ton coup. Victor était ton assurance vie pour pouvoir me voler ma part de la maison. Et voilà, plan absolument diabolique. Tu as réussi jusqu'à présent. Je vis dans des conditions matérielles épouvantables. Je n'ai aucun contact avec Victor depuis 6 ans. Je ne suis même pas sûr de l'endroit où vous vivez. Je ne connais pas ton numéro de téléphone. Quand j'envoie des cartes postales à Victor, ce que je fais de plus en plus rarement, parce que je suis persuadé que tu les mets à la poubelle, je n'ai jamais de réponse. Qu'est-ce qui me reste? Uniquement les messages que je peux mettre sur YouTube ou ces vidéos. Imagine-toi ce que tu voudrais me faire ou ce que tu m'aurais fait si tu étais à ma place, si je t'avais empêché depuis 6 ans de voir Victor, si je t'avais volé ta part de la maison que tu n'as jamais vraiment gagnée. Rappelle-toi que pour la totalité des logements que nous avons achetés et revendus, je me suis toujours occupé de tout. Qui a trouvé les entreprises ou les entrepreneurs qui faisaient les travaux? Qui a trouvé les logements? Qui a assuré les visites pour les mettre en vente? Absolument à chaque fois, moi, sans exception. Tu as une fois fait un coup de peinture dans la petite maison de 60 mètres carrés de la rue Michelet. Ça t'a peut-être pris 2 jours parce que tu n'étais pas satisfaite du résultat de l'entreprise qui l'avait fait. Autrement, tu ne t'es jamais occupé de rien, même pour la maison que tu occupes sans doute aujourd'hui. 52 ou 54 rendez-vous de chantier avec notre architecte Agut et les entreprises. Tu n'es pas venu à un seul de ces rendez-vous. Tu le sais. C'est tellement fou, tellement décourageant quant à la nature humaine, quand je pense à quel point on s'est aimé, combien de fois on a plaisanté sur le fait que c'était quand même dangereux, que cette maison soit entièrement à ton nom, combien de fois on en plaisantait, et tu m'assurais qu'évidemment que tu serais incapable de faire une saloperie pareille, et pourtant tu l'as faite. 25 ans de travail pour moi. Qu'est-ce que tu as fait en 25 ans? Tu as travaillé moins d'1 an, Zenati quelques mois, Florence Doré peut-être l'équivalent d'1 mois, chez Ikea le week-end, le samedi et le dimanche pendant moins d'1 an, et le Pilate quelques mois. Mis bout à bout, c'est moins d'1 an de travail, tu as gagné peut-être 15 000 ou 20 000 euros, et tu as une maison qui vaut 1 million d'euros. De 15 000 ou 20 000 à 1 million, c'est quand même assez fabuleux. Grâce à quoi? Grâce au mensonge, grâce à la manipulation. Au prix de quoi? Au prix de la vie d'un homme, de la mienne, que tu as totalement brisé. Demande-toi ce à quoi ça va mener à long terme.
je survis grâce à quelques centaines d'euros envoyés par moi, par mon père. Il a 89 ans, il ne sera pas toujours là. Son seul bien est un studio qu'il a vendu et que je devrais partager avec ma sœur, Sylvie, un jour. Et je n'aurai plus rien, j'ai 52 ans, je n'aurai jamais de retraite puisque je n'ai jamais cotisé. Le minimum vieillesse n'est pas avant 65 ans. Et toi, est-ce que tu as fait davantage que moi? Non, tu t'es jamais occupé, tu n'as jamais fait le centième de ce que j'ai dû faire pour trouver toutes les voitures, la centaine de voitures achetées et revendues, puis la dizaine de logements trouvés, achetés et revendus. Tu n'as jamais dû faire ce que j'ai fait et aujourd'hui tu as tout, tu as le fruit du travail, de mon travail pendant toutes ces années. Encore une fois, si quelqu'un t'avait fait ce que tu me fais, tu paierais pour le faire découper en morceaux, tu aurais une rage absolument sans limite, et je ne parle pas que du côté matériel, mais de priver, de m'empêcher tout contact avec mon fils, de me faire retirer l'autorité parentale, ce que j'ai appris qu'après 2 ans, en disant que j'avais abandonné ma famille alors que tu m'as poussé, que tu m'as chassé de la maison. Il n'y a pas de mots pour décrire une telle ignominie, une telle horreur. Mais voilà, c'est ce que je voulais te dire à quelques jours de Noël. Ça va être mon 6e Noël tout seul. Et je ne sais pas comment tu le vis, si tu es heureuse aujourd'hui, si tu penses parfois à moi, si tu penses à ce que tu m'as fait. Mais voilà, sache qu'il n'y a pas une journée sans que je pense à Victor et à ce que tu m'as fait. Ma rancœur, ma rage, mon désespoir n'ont aucune limite. Et comme je te l'ai dit, tout ça ne pourra que très très mal terminer un jour ou l'autre. Je t'embrasse et je te souhaite un joyeux Noël.